Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille une jeune Roumaine qui va nous raconter son histoire depuis Montréal au Québec à Bucarest en passant par Bruxelles. Tea Dumitrescu est actuellement étudiante à la faculté de lettres de Bucarest. Elle a également travaillé sur plusieurs projets éducatifs dont elle va aussi nous parler. Tea Dumitrescu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cet entretien. Je crois que c'est votre, vous voyez, votre premier entretien en radio. Oui, hein, c'est bien en effet, ça? oui. Merci Bon. pour l'invitation. Et puis j'avais envie de vous inviter parce que à travers une personne que nous connaissons tous les deux, j'ai compris que votre histoire était intéressante. Alors, première question qui s'impose, votre parcours. En préparant cet entretien, vous me disiez que vous avez vécu une grande partie de votre enfance et de votre jeunesse à Montréal. Racontez-nous un petit peu. Alors, en effet, je suis née à Bucarest. Et puis, vers l'âge de 4-5 ans, on a déménagé à Montréal, où j'ai été dans un lycée français. Quand on dit on, c'est... ma famille et moi, du coup, mon papa, ma maman et moi aussi. Voilà. D'accord. Pas de frères et sœurs? Pas de frères et sœurs, non, je suis enfant unique. Mhm. On a déménagé à Montréal. Ma maman étant prof de français, je savais déjà parler français depuis toute petite. Donc voilà, à Montréal, je suis allée dans une école française de la l'AEFE, donc d'où mon lien aussi avec la France et mon accent bien français et pas du tout québécois. Et mais quand même, vous auriez pu prendre l'accent un peu québécois, mais pas du tout. Non, j'ai été dans un monde d'expats français, n'étant pas du tout française, quoi. Je suis d'origine roumaine, donc voilà. Mais j'ai été dans un monde d'expats français, étant au lycée français. Où c'est l'accent français, non pas québécois, qui prédominait. Oui, voilà, parce qu'il y avait la majorité de mes collègues étaient français de France, et puis voilà, c'était des expats à Montréal, donc j'ai vécu dans ce monde-là. J'ai fait toute ma scolarité donc, au Collège international Marie de France, où j'ai obtenu mon bac. Donc jusqu'à 18 ans. Oui, jusqu'à 18 ans. Et puis ensuite, j'ai pensé j'ai pensé aller en France pour faire la fac. Mais j'ai voulu essayer à Montréal. J'étais assez indécise dans ce que je voulais faire. J'ai choisi d'appliquer pour une licence en études internationales. J'ai fait 1 an, ça m'a plu. Mais à Montréal. À Montréal aussi, à l'université de Montréal. Mais j'avais besoin en fait d'un changement. J'étais, je pense, on va dire, j'étais très indécise sur ce que je voulais faire. Il y avait, je pensais pas être à ma place. Donc, j'ai décidé en fait de faire un retour à mes origines. Mais pendant toute votre enfance et adolescence, pas de retour en Roumanie? Quelques retours en Roumanie, quelques brefs retours en Roumanie, quelques vacances d'été seulement, je pense 2 ou 3, et quelques vacances d'hiver, 1 ou 2 semaines l'hiver, mais c'est tout. Je parlais même pas très très bien roumain. Je me rappelle avec ma grand-mère, parfois on se comprenait pas parce que C'était retour à Bucarest? Oui, c'était retour à Bucarest. J'ai aussi de la famille à Târgoviște et à Curtea de Argeș. Et voilà, donc j'y allais de temps en temps, mais c'était des brefs... Voilà, c'était très court. Quand vous avez décidé de venir étudier à Bucarest, c'était pas l'inconnu non plus? Non, c'était pas totalement l'inconnu, mais j'avais jamais vécu... j'ai décidé de faire 1 mois de test parce que je suis venue en mai 2022 sur Bucarest, et puis je me suis dit, si ça me plaît, je vais rester. Si ça me plaît pas, je reste pas. Et puis je suis tombée amoureuse de Bucarest. Et en octobre, j'ai pris la décision de plus rentrer à Montréal et de rester sur Bucarest, et voilà. Alors je lis sur votre CV que vous m'avez gentiment envoyé avant cet entretien qu'après vos études à Montréal, vous avez enchaîné des petits boulots dans divers domaines, maître nageuse, vendeuse en boulangerie, jusqu'au départ pour Bucarest en 2022. Alors pour revenir à ce départ, parce que je pense que pour beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, c'est vrai que c'est un parcours un peu inverse. Enfin, je suppose qu'il y a d'autres jeunes roumaines qui ont ce genre de parcours, mais c'est plutôt depuis la Roumanie, on part à l'étranger.
Montréal, qui est une ville magnifique. Enfin, j'ai eu la Ouais. chance de la connaître et c'est une ville qui a beaucoup d'attrait, même s'il peut faire très froid l'hiver. Peut-être un Ouais. peu moins ces quelques années. Ouais, Ça a changé avec le réchauffement climatique, ouais, mais quand même l'hiver, très fort. il fait très froid et ça dure, assez longtemps. Et ce départ depuis Montréal, pour vous, ça a été, comment vous le définiriez? Ça a été une envie forte, une déchirure. Je suppose que c'est une ville que vous aimez aussi, Oui. Montréal. Ouais, c'est Beaucoup, une non? ville que j'aime beaucoup. C'est chez moi. Enfin, je le considère plus comme chez moi que Bucarest, par exemple, parce que bah, clairement, Oui. Oui. j'ai vécu là-bas enfin, toute mon Donc ça a été enfance. une décision pas simple, Ouais, j'imagine. oui, j'avais envie de faire autre chose. Et puis, j'avais envie de découvrir une autre partie de moi que je connaissais pas du tout, en fait. Et Et aussi, retour à vos origines ouais, quand même. Ouais. ouais. Et aussi connaître ma famille. À Bucarest, connaître mes origines. Donc, Mhm. clairement, connaître la culture roumaine que je connaissais pas beaucoup. Parce que bon, c'est vrai que mes parents, ils faisaient parfois quelques plats traditionnels roumains, mais mis à Mhm. part ça, on Mais n'était chez pas vous, à Montréal, vous parliez en français ou en roumain? en français majoritairement et puis parfois en roumain. Donc moi, j'avais pas un très bon roumain jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Ouais. C'est-à-dire, je comprenais tout ce qu'on me disait, mais par Ouais. contre, je parlais pas. On me comprenait, mais c'était Ouais. très Qui basique, vous quoi. parlait davantage en roumain, votre mère ou votre père? Mon papa. Mon papa. D'accord. Ouais. Et avec votre mère, c'était plutôt Ouais, exclusivement en français? ouais, c'était plutôt en français. Bon, c'était une sorte de mélange parce qu'on Mhm. on parlait aussi en roumain, mais c'était un roumain très francisé. Enfin, tous les mots, je mettais la racine roumaine et puis je faisais un ission à la fin parce que ça sonnait ça sonnait mieux, quoi. Mhm. Mais j'ai une question qui me vient et vous me direz si vous pouvez y répondre. Vos parents, quand ils ont décidé de partir, c'était pour des raisons professionnelles? Oui, en fait, c'est ma maman qui a pris la décision de partir. Elle voulait partir en fait pour essayer quelque chose d'autre et puis elle se sentait pas du tout à sa place en Roumanie. Et elle a pris, enfin, Mhm. parlant français, pour elle, enfin, elle voulait pas non plus, elle voulait pas déménager en France. Et puis elle s'est dit, bah autant essayer autre chose. Alors que votre papa, quand il est parti, il ne parlait pas français? Non, il ne parlait pas français du tout. Donc Ah, il parlait pas, il d'accord. comprenait très brièvement, mais il parlait pas du tout français. Il parlait que anglais. Et Mhm. pour lui, au niveau, enfin, de la langue française, là, il parle super bien français puisque ça fait 20 ans qu'ils sont sur Montréal. Donc voilà. Mhm. Mais au départ, ça a été super compliqué pour lui. Mhm. C'est pour ça qu'il vous parlait davantage en Ouais, roumain. Oui, ouais, d'accord, je comprends. ouais, Et puis aujourd'hui, ils sont là-bas et ils ouais. ne comptent pas rentrer, Non, même si aujourd'hui, vous avez pris la décision de, pour l'instant, être à ouais. Bucarest. Ils sont là-bas et vous avez la possibilité de rentrer Oui, oui, je peux, ouais, oui, je ou une peux fois rentrer. par an, 2 fois par an peut-être? Ouais, Ouais. comme ça. Et puis, enfin, c'est surtout eux qui viennent me rendre visite parce que, voilà, eux non plus, enfin, ils aiment bien la Roumanie et puis ils n'avaient Mm. pas l'occasion de rentrer souvent. Enfin, on rentrait vraiment pas souvent quand j'étais petite. Mm. On partait autre part en vacances, mais ils ont jamais, enfin, quand j'étais petite, on pensait pas venir en vacances en Roumanie, quoi. Juste de temps en temps pour revoir la famille et puis c'est tout. Mhm. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête encore un petit peu sur ces deux villes, Montréal et Bucarest, avant de parler de ce que vous faites en ce moment à Bucarest. Ce sont deux villes, euh, je dirais presque jusqu'à dire opposées, Ouais, en sens que Montréal, c'est une ville où, plutôt propre, on va dire. Enfin, je ne connais pas tous les quartiers, hein, mais c'est une ville très riche. On sent vraiment une ville de l'Ouest très ouais, développée, à la pointe, voilà, je dirais des services, euh, que ce soit des services privés comme publics. Enfin, c'est en tout cas l'image que j'ai de cette ville. Bucarest, c'est pas complètement ça. Euh, pour vous, alors que beaucoup de Roumains recherchent ouais. toujours justement un peu plus de propreté, un peu plus de choses qui marchent bien, vous, ce chemin inverse, comment vous l'avez vécu et pourquoi vous aviez envie de le vivre? Au départ, honnêtement, c'était un choc. Quand je suis arrivée à Bucarest, je trouvais que les choses... C'était en quelle année déjà? en 2022. Ouais, il y a 3 ans, oui. Ouais, donc pour moi, c'était... Enfin, vraiment, il y avait plein de trucs que je comprenais pas. Je comprenais pas l'administration roumaine. J'ai eu du mal à me faire mes papiers. Je comprenais pas comment ça fonctionnait. Je trouvais que ça fonctionnait juste pas naturellement, en fait. Parce qu'à Montréal, tout découle très facilement, quoi. Aller se faire des papiers, c'est très simple. Aller se trouver un médecin de famille, c'est très simple. Aller à l'hôpital, c'est très simple. Tout est super simple à Montréal.
quand je suis arrivée à Bucarest, c'est vrai que je me suis heurtée en fait à des problèmes administratifs. Et puis je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est juste pas possible. Je comprends pas comment ça marche. Soit c'est moi qui fais les démarches. Enfin, soit c'est moi qui fais pas de bonnes démarches. Soit le système il marche pas bien. C'est un système que je connaissais pas du tout. Même Et si puis, je suppose qu'on vous avait prévenu. oui, on Oui. m'a prévenu. Et puis même ma famille, enfin, qui habite Bucarest qui habite Bucarest, et puis même ma famille roumaine m'avait dit, tu vas pas t'en sortir parce que c'est deux mondes et deux mentalités totalement différentes. Tu viens d'un autre monde. Et puis on m'a toujours un peu pointé du doigt. On m'a toujours dit, toi, tu viens d'un autre monde, tu pourras pas t'intégrer à Bucarest. Tu vas pas aimer Bucarest parce que les choses, elles marchent pas comme ça à Bucarest. Et puis, tu peux pas. Voilà. Mais finalement, j'ai appris j'ai appris à apprécier le système finalement. C'est sûr qu'à Bucarest, les choses elles sont un peu plus compliquées. Du côté administratif, c'est plus compliqué qu'à Montréal, c'est moins simple. L'accès, par exemple, aux soins, moi, je trouve qu'il est moins simple qu'à Montréal. Mais Bucarest vient aussi avec ses plus, quoi. Et puis le fait d'avoir ma famille proche de moi, déjà, ça c'était un truc perso, mais voilà, le fait de les avoir près de moi, c'était super, c'était génial. Et puis ensuite, je pense que comme partout dans le monde, on finit par s'adapter. Et puis je sais que le système en Roumanie marche, c'est pas le meilleur des systèmes, mais c'est comme ça. Et puis je l'accepte. Et puis là, je me suis totalement adaptée. Et puis ça fonctionne quand même. Oui, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne. Mais parlez-moi de vos plus pour Bucarest. Quand vous parlez des plus de Bucarest, c'est quoi exactement? Déjà, plus qu'à Montréal, je dirais, j'ai rencontré des gens géniaux. Et vraiment, j'ai travaillé sur des projets qui sont super géniaux de ce point de vue-là, de la francophonie, voilà, de tout ce qui est du français. Enfin, j'ai rencontré des gens géniaux qui font des projets géniaux et j'ai travaillé avec les enfants, ce que j'avais pas eu la chance de faire à Montréal, si via mes cours de maître nageuse, mais c'était pas du tout la même chose. Et puis, à Bucarest, je pense qu'il y a énormément de choses et en fait de progrès à faire encore, que c'est super intéressant. Il y a des tonnes de projets, il y a énormément de gens que j'ai rencontrés qui sont super impliqués dans la vie sociale, qui veulent faire changer les choses. Et puis c'est ça en fait que j'ai aimé à Bucarest, c'est que étant une ville encore qui a besoin d'évoluer et qui certainement va évoluer, et je pense que ça va de mieux en mieux. Enfin, si je compare la situation, si je compare par exemple quand je suis arrivée, et puis maintenant, je trouve que les choses, elles vont quand même un peu mieux. Il y a encore énormément de progrès à faire, et je pense que chaque Roumain, Roumaine peut être impliqué dans ce progrès-là, et puis les gens ont envie que ça change, et ils ont envie que ça marche, en fait. Et j'ai rencontré de plus en plus de gens, en fait, qui sont partis quelques années à l'étranger, ils ont vu comment ça marche, ils ont vu que ça marchait bien, et puis ils veulent que ça marche comme ça aussi en Roumanie. Et ils sont prêts à faire changer les choses. Par exemple, Camélia est une des... Oui, on va en parler. Ouais. Voilà, une des personnes qui a cette force-là et puis qui veut faire changer les trucs, les choses. Donc, ouais. Et les rues de Bucarest, vous aimez les rues de Bucarest? Moi, j'ai la chance d'habiter au centre-ville de Bucarest. Donc, j'habite vraiment entre la station de métro Universitate et Romana. Oui. Donc, c'est sûr que moi, lorsque je rentre chez moi, je me promène et puis j'aime bien les rues de Bucarest. J'adore les rues de Bucarest, l'architecture, tout ça. Mais après, je suis allée dans d'autres quartiers où, bon, certainement, c'est beaucoup plus triste, c'est plus sale aussi. Et c'est pas aussi beau que Montréal, à mon humble avis. Enfin, oui. Alors, parlons maintenant un petit peu de ce que vous faites. Vous êtes actuellement en licence de lettres françaises et anglaises à Bucarest. Donc, vous disiez que quand vous avez quitté Montréal, vous ne saviez pas du tout, vous aviez besoin d'un changement, vous ne saviez pas du tout quoi faire. Alors, le domaine éducatif, on va en parler. Déjà, est-ce que vous savez aujourd'hui précisément ce que vous souhaiteriez faire? Non, pas du tout. Ça n'a pas trop changé, d'accord. Je sais toujours pas. C'est sûr que j'aimerais rester dans le domaine éducatif. Et puis, déjà, ça c'est... Ouais. De savoir ça, c'est déjà pas mal. Et puis, en tout cas, j'aimerais bien... je sais pas... aider. J'ai aussi fait quelques... C'était pas du travail, c'était du bénévolat dans quelques associations ici sur Bucarest.
J'ai beaucoup aimé travailler avec les enfants et puis j'aime en fait aider. Et puis, Oui, on sent dans votre discours que vous êtes porté vers tout ce qui est voilà, le domaine de l'assistance sociale, de l'éducation. C'est plutôt dans ce domaine-là que vous voudriez travailler. oui, c'est ça. Depuis que je suis toute petite, quand j'étais toute petite, je voulais devenir assistante sociale. Donc, Voilà, donc, voilà. d'accord. Donc, vous avez parlé, vous avez dit déjà que vous avez travaillé pour l'école maternelle Le Carrousel pendant plus d'un an, jusqu'à l'été dernier, hein, c'est ça. Et donc, petit aparté, vous l'avez déjà mentionné, nous avons précédemment interviewé dans cette même émission la directrice du Carrousel, qui est Camilla Veteleanu, et que nous saluons. Si elle écoute cet entretien, elle l'écoutera sans doute sur le site rfi.ro quand il sera édité. Donc, vous avez travaillé dans cette école, plus précisément en tant qu'institutrice, je crois. Oui. Hein, et aujourd'hui, vous commencez un projet au sein de l'école centrale, je crois, la centrale. Mais ça, vous venez juste de commencer. Oui. Mais parlez-nous de votre expérience au Carrousel. Ça vous a convaincu? Oui, ça m'a convaincue. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe super. Donc Camélia déjà qui est enfin j'ai beaucoup appris c'est j'ai appris en fait comment on peut faire évoluer les choses au niveau vraiment des enfants. Donc j'ai appris à être plus empathique envers les enfants tout en leur apprenant le français qui a été super. J'ai appris avec grâce à mes collègues qui m'ont beaucoup appris. D'ailleurs, on a un éducateur qui est vraiment génial. Et, C'était des enfants de quel âge? Alors, je travaille avec les enfants, la moyenne et la grande section. Donc, ils Jusqu'à quel âge, avaient 4 à 6 ans maximum. Donc, voilà. En fait, je pense que le Carrousel, il m'a en quelque sorte tout appris de ce point de vue-là, de tout ce qui est... la petite enfance. Donc, j'ai appris comment travailler avec les enfants, j'ai appris comment on pouvait leur apprendre le français dès leur très jeune âge. Le Carrousel, comme vous le savez, en fait, c'est un projet où les enfants sont en immersion en langue française. Donc, je parlais avec eux en français. On faisait des activités en français. Ça, c'était génial. J'ai appris... et en fait, ce que j'ai surtout appris, mais ça, c'était à mon niveau personnel, c'est que on peut déjà faire changer les choses au niveau... En fait, en instruisant les enfants, en leur apprenant de nouvelles choses, en jouant avec eux, en leur parlant, j'ai appris que déjà, en fait, c'est ça le futur de la Roumanie. Et c'est ça, ouais, voilà, les enfants sont pour moi clairement le futur. Et puis, c'est à partir de ce moment-là, en mettant déjà notre petite graine chez les jeunes de 4, 5, 6 ans, que les choses vont évoluer. Et le projet a été super. Donc, Et ça vous a donné envie aussi de travailler avec peut-être les adolescents? Oui, ça m'a aussi... Ou vous préféreriez rester sur cette tranche d'âge? Avec les adolescents, ce que en fait, j'ai pu observer aussi à l'école centrale, c'est que c'est beaucoup plus... Enfin, avec les enfants, on a beaucoup plus d'impact. On peut vraiment faire un changement, on peut vraiment faire quelque chose, on peut les modeler, on va dire, un peu plus. Les adolescents, en fait, on doit les prendre tels qu'ils sont. Et puis, à partir de là, essayer de les modeler. Mais tout d'abord, déjà, il faut les comprendre, en fait. Et je trouve que c'est un travail qui est un peu plus difficile. C'est sûr qu'avec les enfants, il faut beaucoup plus de patience, il faut d'autres qualités. Mais avec les adolescents, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut les prendre tels quels, il faut essayer de les comprendre. Et puis, je pense que la jeunesse roumaine, surtout les jeunes de 14, on va dire 13, 14 ans, jusqu'à 16 ans, ils ont beaucoup souffert parce qu'ils ont été très jeunes pendant le Covid. Et puis, c'est vraiment une jeunesse post-Covid, c'est-à-dire ils ont vécu le Covid quand ils avaient 8 à 12 ans, quelque chose comme ça. Donc, ils étaient en pleine évolution. Et là, en fait, je sais pas, je sens qu'il y a une sorte de blocage. Et peut-être c'est à cause du Covid. Peut-être c'est pas... Non, c'est bien que vous le rappeliez parce que on a tendance à, je trouve, à oublier cet épisode qui a été, et c'est très bien de le dire, qui a dû être particulièrement perturbant pour ces jeunes en plein développement. Oui, ils étaient en plein développement et puis là, c'est des adolescents qui sont géniaux, mais
et c'est normal, je pense qu'ils ont développé leur propre mécanisme de défense, de ce que j'ai pu observer. Et puis, ils sont sous une carapace qui est assez dure parfois, en fait, à enlever et à creuser, en fait. C'est dur. C'est plus dur, je trouve, qu'avec les enfants. Et quel a été votre rapport avec les parents? Comment vous les avez trouvés de façon générale? Les parents roumains, je suppose, au Carrousel, principalement. Oui. Alors, j'ai eu un très bon rapport avec les parents. Au départ, j'étais un peu effrayée. Honnêtement, j'étais un peu effrayée. Puis, moi, j'avais entendu plein de trucs super négatifs par rapport à la culture roumaine, aux parents roumains qui seraient beaucoup plus stricts, qui seraient pas du tout comme ce que moi j'ai connu au Canada, à Montréal. Mais c'était génial, quoi. Ils étaient très ouverts. Ils voulaient faire changer. Enfin, ils étaient très impliqués dans l'éducation de leurs enfants, clairement. Et puis, ils étaient très intéressés à ce que, en fait, les choses aillent mieux. Je suppose que le fait de mettre son enfant au Carrousel aussi, c'est déjà une preuve de l'envie d'une éducation différente, hein, j'imagine. Donc vous n'avez pas trop été en lien avec des parents qui peuvent être parfois trop exigeants avec leurs enfants. Enfin, moi, je l'ai souvent entendu, hein, ça, chez les parents roumains, qu'il y a beaucoup d'exigences, et notamment vis-à-vis des adolescents. Ils doivent être toujours les meilleurs à l'école, les meilleurs en sport, et ça, c'est quand même... ça, c'est très... Est-ce que ça, vous l'avez ressenti parfois? ça, je l'ai ressenti, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, je pense que maintenant, en fait, ils sont plus axés sur le fait que leur enfant doit être le meilleur entre 4 et 6 ans, on va dire, comme moi je l'ai vécu. Par contre, chez les ados et puis les jeunes adultes que j'ai pu rencontrer, oui, ils doivent être les meilleurs. Et puis, ils sont surchargés de travail. Ça, vous l'avez clairement vécu. Et puis, je pense qu'ils se sont habitués avec cette pression-là, qui pour moi est pas normale. D'ailleurs, j'en parlais même avec mes amis. Pour moi, ça a été encore une fois un choc. À Montréal, j'imagine que ça n'a pas du tout été le cas. Non. Mais parlez-nous un petit peu de cette éducation à Montréal. Comment c'est c'est vrai que vous étiez dans une école française, hein, mais de façon générale, ce que vous avez vu de l'éducation au Québec, elle est comment? C'est un mélange d'éducation à l'anglo-américaine, on va dire, avec l'éducation française. Oui, un peu. Et puis, ce que j'ai vu, en fait, il y a moins de pression. Oui, il y a beaucoup moins de pression parce qu'en fait, on met beaucoup plus l'accent sur les compétences plutôt que sur les connaissances. Donc, au Québec et surtout dans les écoles publiques québécoises, ma mère travaille dans une école publique québécoise, je suis assez proche du système, je connais plus ou moins le système, on va dire. Ils apprennent aux enfants à être compétents, mais ils mettent pas autant l'accent sur les connaissances, comme par exemple, ils le font en Roumanie. Et en Roumanie, tout le stress et toute la pression en fait que les jeunes subissent, à mon avis, c'est sur le fait qu'en fait, on les apprend pas à être compétents, on les apprend pas à savoir faire les choses telles quelles. On les met pas... moi, j'ai eu par exemple la chance, je sais pas, d'avoir des labos de biologie, de chimie. On nous apprenait à faire des expériences. Donc encore une fois, à devenir compétent, à savoir faire quelque chose. On nous apprenait un savoir-faire. Tandis que en Roumanie, de ce que j'ai compris, ils mettent beaucoup plus l'accent sur la partie théorique, donc à savoir... Emmagasiner des informations, voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Et puis, ils n'ont pas cette chance-là de devenir compétents. Et puis après, on les jette sûrement dans le milieu du travail, où ils doivent être compétents à 100%. Mais eux, ils sont totalement chamboulés, j'en suis sûre. Et puis, ils sont totalement stressés par rapport au milieu du travail parce qu'ils se disent, mais moi, de manière théorique, je sais tout faire, mais j'ai jamais eu la chance de faire vraiment en soi, de faire quelque chose. Et c'est ça que je trouve compliqué, en fait. Alors, vous avez raison, en tout cas, c'est ce que nous disent également les sociologues et psychologues que j'ai pu interviewer. D'un autre côté, j'aimerais aussi saluer, si vous le voulez bien, des enseignantes, notamment, que j'ai rencontrées. Je pense à, je crois la Chasse à Bucarest, ou alors c'est le lycée Spirou Arrête, où j'ai rencontré des enseignantes qui avaient une approche...
on va dire, plus moderne et où le bien-être de l'enfant était aussi, et de l'adolescent était aussi un peu important. Donc, il faut aussi, on va dire, rendre hommage à toutes ces enseignantes qui Oui. essaient de faire un travail, un bon travail en Roumanie. Je crois que vous serez d'accord avec ça. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre lien avec Bruxelles, que j'ai pas trop compris. Alors, encore une fois, l'année dernière, en février, je sentais que j'avais besoin d'un changement, en fait. J'étais sûre de rien. Je participais à plusieurs projets à la fac. Et puis, il y a une de mes amies qui, euh, d'ailleurs, est partie avec la fac sur Lyon, sur Paris, pour faire des recherches. M'a parlé qu'on pouvait obtenir une bourse pour aller étudier à Bruxelles, pour voir comment ça se passe à Bruxelles, au sein de la fac, en fonction de nos notes, de nos intérêts, tout ça. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer autre chose, parce que je sentais l'hiver dernier que je stagnais un peu, en fait. Je trouvais plus trop ma pratique. J'étais super heureuse au Carrousel. Tout allait bien à la fac, mais je sais pas, j'avais encore besoin de bouger, en fait, d'un changement, de découvrir quelque chose de nouveau. Puis je me suis dit, bah, pourquoi pas, on va essayer. Puis j'ai obtenu la bourse, et puis on est parti sur Bruxelles. J'ai eu la chance d'étudier à l'ULB. Dans l'Université libre de Bruxelles. Oui, et où j'ai eu aussi cette chance de découvrir, en fait, d'autres matières. Donc, j'ai fait un cours de criminologie, j'ai fait un cours d'anthropologie de la religion. Ensuite, c'est sûr que j'ai des cours un peu plus... introduction aux études littéraires. Combien de temps ça a duré? Ça a duré 6 mois. Donc, je suis partie en septembre. C'est pour ça aussi que j'ai plus été au Carrousel cette année. Puis, je suis rentrée fin janvier. Je suis rentrée fin janvier sur Bucarest. De cette année. Ouais, donc cette année, ouais. Donc, et ça, c'était une nouvelle expérience pour moi. Vous avez aimé Bruxelles? Oui, j'adore Bruxelles. Donc, j'ai adoré mon expérience à Bruxelles. J'ai aussi adoré la fac, en fait, en soi, à Bruxelles, que j'ai trouvé beaucoup plus proche que de mon expérience à Montréal, en études internationales. J'ai trouvé... Après, c'est que mon avis, qu'il y avait beaucoup plus de ressources comparé à ce qui se passe à Bucarest. Et que ces ressources-là, en fait, qu'on le veuille ou non, ça influe sur la qualité de l'éducation et sur aussi la qualité de l'expérience aussi, et de la relation aussi prof-élève, plus qu'à Bucarest. Et ça, j'ai beaucoup aimé, puis j'ai beaucoup appris. Mais je suis très contente aussi. Je suis très contente d'être revenue. Vous êtes contente d'être revenue, et vous avez l'intention de rester encore un petit peu. Oui, j'ai encore. Il y a une question que j'aime poser aux personnes que nous invitons et qui travaillent dans le domaine de l'éducation. C'est leur propre rapport personnel aux nouvelles technologies, et notamment au smartphone. Mais d'abord, comment vous les intégrez, ces nouvelles technologies, smartphones, réseaux sociaux, etc., à votre pratique de l'enseignement. Alors, pour les très jeunes, mais quoique, les très jeunes, ils sont très souvent à la maison aussi, avec la tablette, précisément pour qu'ils laissent un petit peu tranquille les parents, hein, souvent, c'est le cas. Et, vous, quelle est votre approche? Quelle approche vous avez rencontrée au Carrousel par rapport à ça? Par rapport à ces nouveaux outils? Disons que les enfants, en fait, et moi, encore une fois, j'ai été très surprise par ça. Ils savent déjà très bien utiliser un smartphone. C'est-à-dire, à 4 ans. Ouais, à 4 ans. C'est-à-dire, je pouvais laisser mon téléphone sur la table. Si on laisse un smartphone sur la table, l'enfant, il sait comment ouvrir mon iPhone. La majorité des enfants, ils savent ça. Alors, à Montréal, nous, c'était pas le cas? Un peu moins, mais après, bon, les jeunes d'aujourd'hui, après, c'est normal, quoi. Comme moi, par exemple, je sais pas, je pense que mon papa, il a eu un smartphone quand moi j'avais 8 ans, un truc comme ça. Donc, c'était pas...
Voilà, c'était pas comme maintenant tout le monde a un smartphone, tous les enfants, je pense, la majorité des enfants, ils ont une tablette ou bien ils ont un accès ouvert, enfin à l'ordi ou à la télé ou même au smartphone de leurs parents, quoi. Vous avez eu donc des enfants de 4, 5, 6 ans qui avaient leur propre tablette à la maison? Alors, propre tablette, oui, c'était la tablette des enfants, quoi. La Oui. tablette des enfants. Ouais, Ça, la des tablette enfants. des enfants, en général, Ouais. voilà. C'est Chaque devenu- enfant avait sa tablette soit entre chaque 4 et enfant- 6 ans, quoi. Ouais, voilà, soit chaque enfant avait sa tablette, soit ils avaient accès à une tablette. Il y a encore quelques familles qui n'ont. Ou leur propre Ouais. smartphone, Ouais. carrément. Ça, Moins, j'ai pas. peut-être. Moins, mais par contre, j'ai vu en promenant dans les rues qu'il y avait des enfants qui, je pense, avaient entre 7 et 10 ans, donc qui étaient à l'école primaire. Et puis je les ai vus avec un smartphone. Donc je pense que de plus en plus. Et quel est votre avis sur... alors souvent on entend... les discussions sont assez parfois contradictoires. Le manque d'attention qu'on dénote chez les jeunes et voire les très jeunes, ce manque d'attention est dû à un rapport trop intense et trop intense vis-à-vis des nouveaux outils, de ces nouveaux outils. Et puis d'un autre côté, il semblerait que ça peut aussi développer des capacités cognitives Oui. intéressantes. Donc il y a un peu tous les discours. Vous, par rapport à ça, comment vous vous positionnez? J'ai connu des parents qui m'ont expliqué, par exemple, je sais pas, que leur enfant faisait le samedi un cours d'informatique et puis c'était un petit garçon de, je pense, 5-6 ans. Et puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que même en classe, il me racontait ce qu'il faisait à son cours d'informatique. Donc, il savait utiliser des logiciels, il savait même, programmer, c'est un peu... Voilà, mais... En soi, oui, c'est ce qu'il faisait. Enfin, on leur apprenait à construire des maisons, donc c'était toutes sortes de... Ça, c'est différent. Oui, C'est un oui. cours. Voilà, et ça, j'ai spécifique. trouvé ça super intéressant. Donc, de se développer de ce point de vue-là, c'était super. Mais par contre, rester scotché, moi, j'ai vu des jeunes de 14-15 ans qui sont en cours. Et puis, en fait, ils sont tellement habitués, je pense, à être sur TikTok ou sur Instagram et sur Facebook. Et c'est même pas qu'en fait, ils ont un manque d'attention, mais c'est juste qu'ils regardent dans le vide. Et puis, j'ai vu un regard qui m'a effrayée dans le sens où j'ai vu plusieurs jeunes qui, lorsqu'ils sont en cours, ils regardent dans le vide. Et tout simplement, c'est parce qu'ils... Et je pense qu'ils ne peuvent pas faire autrement parce que c'est ça qu'ils font en fait toute la journée chez eux, sûrement dans la rue. Ouais, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que de par cette pratique un peu addictive, après, ne serait-ce que dans leur regard, il y a une espèce de vide comme ça, où ils sont plus en lien avec leur extérieur réel. Oui. C'est ça que vous avez ressenti. C'est ça, oui. Et puis, moi, j'ai clairement ressenti, et c'est ça que je trouve qui est plus inquiétant. Certes, il y a le manque d'attention qu'on voit clairement, et puis je pense que même chez les adultes, on peut le voir. Alors, donc ça, pour vous, c'est clair. Oui, ça pour moi, c'est clair. Mais je pense qu'il y a aussi... le truc de regarder dans le vide et plus être capable en fait du tout d'être connecté avec un monde réel. Et puis j'ai vu des jeunes de plus... Ça va au-delà du manque d'attention en fait, c'est être déconnecté. Oui, c'est ça. Ils sont complètement... Enfin, j'ai vu des jeunes complètement déconnectés. Et puis, il y avait plus il n'y a plus cette énergie vitale dans les cours d'école où les enfants ils jouent, où les enfants ils crient, et puis les enfants, je parle là même des ados, et puis ils font des blagues entre eux. Non, ils sont plus calmes, ce qui peut être bien, mais pour moi c'est pas bien parce que c'est l'âge en fait où il faut... vous l'avez véritablement observé. C'est ça, dans les cours de récréation. Oui, dans les cours de récréation, ça je l'ai véritablement observé. De l'enfance à l'adolescence, c'est ce que vous avez... Où la majorité des enfants sont plus calmes et sont plus... et c'est même pas calme, c'est juste qu'ils sont plus capables en fait d'interagir avec ce qui est réel, ce qui est tangible, parce que tout se fait via... Et puis je pense qu'ils vivent beaucoup via leur écran, en fait. Et même les émotions qu'ils vivent, c'est... je pense que la plupart des émotions qu'ils vivent, oui, sont aussi via leur écran, via ce qu'ils regardent. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que, d'après si je me rappelle bien, on a vu un entretien avec le proviseur du lycée français à Bucarest, Simon Valette, qui avait interdit, enfin pas lui, mais qui suivait une norme d'interdiction du smartphone
au collège et au lycée. Je ne sais pas si c'est vrai pour tous les collèges et lycées de Roumanie. Je ne sais pas. Non. Ça, c'est suivant, c'est une recommandation, mais vous avez vu, vous, que dans les cours de récréation, les adolescents sont avec leur smartphone. Oui, même en classe, ils sont avec leur smartphone. Et puis, je pense que pour certaines écoles, après, je ne vais pas me prononcer parce que je ne suis pas très sûre, mais dans certaines écoles, je pense que, en fait, confisquer l'iPhone, confisquer en fait le portable, c'est compliqué, dans le sens où je pense qu'il y a des règlements qui interdisent en fait la confiscation. Moi, je sais que lorsque moi j'étais plus jeune et puis moi j'étais au collège ou au lycée, on pouvait nous confisquer l'iPhone et puis on appelait les parents et puis le lendemain, les parents venaient récupérer le téléphone à l'école et puis c'était pas un souci. Par contre, moi j'ai vu des jeunes utiliser leur téléphone en classe, le professeur qui prenait en fait le téléphone de l'élève, mais qu'il lui rendait à la fin du cours. Et puis, c'est là que j'ai compris qu'en fait, on est aussi décalé par rapport à ça. Parce que interdire, c'est bien, mais je sais pas. Enfin, je pense qu'il faut trouver une solution par rapport à l'utilisation des smartphones, surtout chez les jeunes, parce que c'est normal, en fait, qu'ils perdent leur sensibilité s'ils sont toujours connectés à un écran et à quelque chose qui, finalement, n'est pas... Enfin, ils interagissent... En étant connectés à leur écran, ils interagissent moins avec autrui et puis avec les autres. Théa Dumitrescu, une dernière question. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment quand vous regardez ce qui se passe autour de nous? La politique roumaine a commencé honnêtement à me préoccuper, en fait, ce qui se passe d'ailleurs, ce qui s'est passé ces derniers jours. Sur Bucarest, au centre-ville de Bucarest, ça m'inquiète. Je pense qu'à tous les niveaux, comme j'avais dit au début de l'entretien, tout le monde veut un changement pour la Roumanie. Et puis, je pense que ça se ressent très bien sur la scène politique. Les gens veulent un changement. Après, je ne sais pas si le changement souhaité, et si la manière dont ils envisagent le changement est nécessairement une manière appropriée et bonne et mènera à un bon changement, un vrai changement. Donc ça me préoccupe assez. On va voir ce qui va se passer durant les prochains mois, mais voilà. Très bien, Théa Dumitrescu. Merci infiniment pour ce premier échange radio qui a été très très bien. Merci beaucoup et bonne continuation à Bucarest. On est ravis que une jeune comme vous, avec votre expérience, et vous puissiez disséminer un message positif et dire aussi autour de vous que Bucarest, c'est une ville où il fait... on va dire bon vivre aussi. Oui. Et surtout après Montréal. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un excellent week-end. Week-end Placoute. Au revoir.